Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a un moment très particulier dans la vie d'un locataire. C'est pas le déménagement, hein, c'est le jeudi soir avant l'état des lieux. Les cartons sont partis, l'appartement est vide, l'appartement résonne, il sent le produit de nettoyage, et à un moment, parce qu'il faut bien passer l'aspirateur derrière les meubles, vous déplacez le canapé, celui que vous n'aviez pas déplacé depuis 4 ans, et là, vous la voyez, la fissure, derrière le radiateur, 20 cm et en diagonale. Alors vous faites ce que fait l'humanité tout entière. Vous ne cherchez surtout pas d'où elle vient, vous descendez en courant acheter un tube de mastic à 11 balles et un pot de blanc cassé, et vous passez la soirée à genoux derrière le radiateur avec une spatule et une lampe de poche. Le vendredi matin, quand la dame de la régie arrive avec son classeur, le mur est magnifique, il est lisse et elle coche la case, vous n'avez rien réparé. La fissure est là, même endroit, même taille, même raison, vous avez acheté du temps et une couche de peinture. Et tout le monde sait comment ça va se finir. 3 semaines plus tard, l'humidité repasse au travers et c'est le locataire suivant qui découvre le problème. Et bien cette semaine, à Wall Street, il s'est passé exactement la même chose. Sauf que ça n'a pas tenu 3 semaines. Ça a tenu une seule séance. Mercredi, le Trésor américain annonce qu'il va doubler ses achats sur la dette longue de 2 à au moins 4 milliards de dollars par opération, et ça dès le 9 septembre. Objectif, faire redescendre le coût de la dette américaine. Et ça marche instantanément. Le 30 ans, vous l'avez vu, est dégringolé de 5,34 à 5,19. Le dollar a plongé et l'or a explosé de quasiment 4%. Le mur est donc magnifique, le coût du mastic, ça a fonctionné. Voilà en gros ce que le marché a retenu. Maintenant, voyons ce qu'il a refusé de retenir. La dette américaine qui franchit les 40 000 milliards de dollars le même jour, à la même heure, le Brent qui prend 6,6% sur la semaine et qui finit quasiment à 94 $, le gaz européen au plus haut depuis le mois de mars avec des stocks au plus bas niveau saisonnier jamais enregistrés, un marché qui donne 35% de chance à une hausse des taux de la Fed en septembre et un 30 ans américain qui est quasiment au plus haut depuis 19 ans. Alors ma thèse pour ces 30 prochaines minutes, c'est que cette semaine, personne n'a réparé le mur. On a acheté du mastic et on a colmaté la brèche. Et pour la première fois depuis longtemps, la régie a vu la fissure à travers la peinture fraîche en 24 heures. Et la vraie question, c'est pas de savoir si le mastic va tenir, c'est de savoir simplement qui tient le tube. Parce que visiblement, c'est plus la Banque centrale. Et ça change absolument tout. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 22 août 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors avant de parler d'argent, il faut parler d'énergie cette semaine, parce que tout ce qui s'est passé sur les taux cette semaine commence par le baril. Lundi, Trump menace de bombarder Oman, pas l'Iran, Oman, le sultanat qui essaye précisément de négocier une sortie de crise avec Téhéran. Le raisonnement, si vous mettez en travers de mon accord, je vous bombarde, c'est le raisonnement à Trump. Dans la même déclaration, il appelle l'Iran à hisser le drapeau blanc de la capitulation et précise qu'il n'est pas pressé d'arrêter la guerre. Le Brent prend 2,66 et passe les 90 $. Mardi, plus aucune discussion avec l'Iran, plus de canal, plus rien. Le Brent clôture au-dessus des 91 et c'est ce même mardi que le 30 ans américain touche les 5,34. Retenez quand même ça. Mardi, le pétrole et la dette américaine montent ensemble. C'est plus une coïncidence, c'est la même information vue par les deux fenêtres différentes. Mercredi, long message sur Truth Social, Trump annonce contre Téhéran l'opération économique la plus écrasante jamais entreprise, fin de la contrebande de pétrole, des échanges de devises, des transferts de liquidités et des mesures terribles contre tout pays qui aiderait l'Iran. Jeudi, le baril prend encore 2,36% et pendant que tout le monde regarde le pétrole, le gaz européen franchit les 65 € la mégawattheure la première fois depuis mars. Vendredi, le président iranien Pezeshkian déclare qu'il est temps de mettre fin à la guerre et ajoute que l'Iran est en position de force. Le détroit d'Ormuz reste verrouillé, le blocus naval reste en place, le Brent finit à 94,39 plus 6,63 sur la semaine et Trump n'a pas encore répondu au président iranien. J'imagine que ces mots seront encore une fois soigneusement choisis. Maintenant, juste une petite pause. L'opération économique la plus écrasante jamais entreprise, annoncée mercredi sur un réseau social. Et quand c'est qu'elle sera détaillée, cette opération? Lundi prochain, dans 2 jours. 6 jours entre l'annonce et le contenu, avec un week-end au milieu. C'est la bande-annonce Netflix appliquée à la guerre économique. Il ne manque plus que
le compte à rebours et la musique. Perso, je suis certain que les gars sont tellement mal organisés qu'ils ne savent même pas encore ce qu'ils vont faire et qu'ils ont besoin de temps pour faire tourner Claude et ChatGPT avec des prompts soignés du style « Tu es le roi du monde et tu veux bloquer l'économie d'un pays et demi en expliquant à la Chine que s'ils s'en mêlent ça va chauffer, mais explique-le gentiment ». Alors, à ce qui se dit, c'est que ça pourrait viser non seulement l'Iran, mais aussi tous les pays et les institutions qui font des affaires avec l'Iran. Ça s'appelle des sanctions secondaires. Le sujet de lundi ne sera pas Téhéran, ce seront les banques indiennes, les raffineurs chinois et les armateurs grecs. Maintenant, le chiffre qui compte vraiment, et c'est pas dans le pétrole, c'est les réserves de gaz européennes qui sont remplies à 61,61%. C'est le plus bas niveau saisonnier jamais enregistré. Jamais enregistré. On va essayer de traduire ça rapidement. Vous avez une citerne à mazout à la cave. Vous savez comment ça marche. On la remplit en été, en juillet, en août, parce que c'est le moment de l'année où normalement c'est un peu moins cher et parce qu'après, c'est trop tard. C'est la seule règle que l'on connaît. Nous sommes le 22 août et l'Europe entière a sa citerne pleine au 3/5e. Au moment précis où elle devrait être pleine à ras-bord. Et le prix, lui, il baisse pas. Il est au plus haut depuis mars. Donc l'Europe va acheter son hiver plus tard et plus cher. La facture de janvier 2027 s'écrit maintenant, pendant que tout le monde est à la plage. On va sûrement en reparler quand les experts en canicule auront quitté les plateaux télé pour être remplacés par les experts du « Oh mon Dieu, il neige en décembre !» Passons maintenant à la grande statistique de la semaine. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, sérieusement, aucune donnée majeure aux États-Unis, un calendrier de résultats quasi vide et des volumes très en dessous de la normale. Alors le marché a fait ce qu'il fait toujours. Quand on lui donne pas de statistiques, il s'en est fabriqué une. Jeudi, Walmart a donc publié ses chiffres trimestriels. On en a parlé dans le Morning Bull cette semaine. Vente américaine hors carburant, plus 2,6%. Le marché attendait 3,5%, écart 9/10 de point sur un trimestre et sur une seule zone géographique. Réaction du titre, moins 9% et des poussières, la plus forte baisse en une séance depuis 4 ans. Dans la même publication, le même jour, Walmart relève ses prévisions annuelles et explique qu'il profite du remboursement des droits de douane indûment prélevés en 2025 pour baisser ses prix. Donc une entreprise dit qu'elle fera mieux que prévu, qu'elle a de l'argent qui rentre et qu'elle s'en sert pour être plus agressive. Le marché lui met moins 9% dans les dents. Pourquoi ? Eh bien parce que Walmart n'a pas été traitée comme une entreprise. Elle a été traitée comme un thermomètre, le fameux baromètre du consommateur américain. Sauf que le lendemain, il y a le PMI qui est sorti pour le mois d'août et il monte à 56. C'est le plus haut niveau depuis avril 2022 avec des services qui accélèrent à 56,8. Une mesure qui couvre toute l'économie américaine et pas seulement les rayons d'un distributeur. Réaction du marché, silence radio. 2 lignes en bas d'un article. Voilà l'information de la semaine et elle n'est pas dans les chiffres. Le marché avait 2 thermomètres, l'un disait froid, l'autre disait chaud. Il en a choisi un, il l'a commenté 2 jours et est passé à autre chose et a passé l'autre par perte et profit. C'est exactement le principe du mastic dans l'appartement qu'on expliquait au début. On ne regarde pas le mur, on regarde ce qu'on a envie de regarder. Et là, on arrive au vrai sujet de la semaine, celui dont on parlera encore dans 6 mois et probablement dans 6 ans. Le 30 ans américain a touché 5,34 mardi, plus haut depuis 2007, 19 ans. Il finit la semaine à 5,27, le 10 ans termine à 4,73. Il était à 3,94 avant les premières frappes sur l'Iran fin février. Le Bund allemand à 3,25, l'Allemagne emprunte à 30 ans à 3,78, 2 records depuis 2011. Et l'OAT française à 4,12, du jamais vu depuis 2008. Et tout ça avec 117% de dette sur le PIB et un budget 2027 à boucler en pleine campagne présidentielle où personne n'est d'accord à l'Assemblée nationale. Tout ça avec l'ingérence russe qui fait rien qu'à embêter Gabriel Attal et Édouard Philippe. Vous avez donc les niveaux. Maintenant, oubliez-les un instant. Parce que c'est pas le niveau qui compte, c'est la contradiction. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, regarde son 30 ans partir à 5,34 et il décide donc que c'est pas normal. Il déclare publiquement que cette hausse n'est pas justifiée par les fondamentaux. Et il annonce qu'il intervient. Le Trésor va acheter de la dette longue financée par de la dette courte. Il emploie lui-même le mot « il va twister la courbe ». C'est la première fois que Bessent exprime de façon aussi directe et explicite qu'il a pour mission de plafonner le niveau des taux américains. Sa mission, plafonner les taux. Souvenez-vous quand même du manuel, quand les taux longs deviennent un problème, c'est la banque centrale qui intervient. C'est son métier, c'est son mandat et surtout son argent. Elle en crée. Le Trésor, lui, c'est l'emprunteur. Et là, c'est pas la banque centrale, c'est le débiteur qui rachète sa propre dette pour en soutenir le prix. C'est le vendeur qui rachète son propre appartement aux enchères pour empêcher les prix de baisser. Personne n'a le droit de faire ça dans une salle des ventes. Là, il l'annonce carrément officiellement dans un communiqué de presse.
Donc à partir du 9 septembre 2026, le Trésor américain va porter de 2 à 4 milliards de dollars le montant de ses opérations de rachat sur les maturités longues jusqu'au 4 novembre. Le Trésor rachète des anciennes obligations, notamment pour améliorer la liquidité du marché, mais il continue parallèlement à émettre de nouvelles obligations pour financer son déficit et refinancer la dette. Les États-Unis ont 40 000 milliards de dettes et viennent d'annoncer qu'ils allaient racheter au moins 4 milliards de leurs propres obligations lors de certaines opérations. C'est un peu comme si vous devez 400 000 balles à la banque et que vous annonciez fièrement que vous allez rembourser 40. Techniquement, c'est un effort. Psychologiquement, ça fait du bien. Mathématiquement, on va peut-être attendre un petit peu avant de sabrer le champagne. Aujourd'hui, le marché américain, marché obligataire, dépasse les 30 000 milliards de dollars. Donc, 4 milliards, ça reste quand même une goutte d'eau. C'est surtout le signal politique envoyé par Bessent qui est intéressant. Si le long terme continue de déconner, nous sommes prêts à intervenir davantage. Le marché a applaudi mercredi, on l'a vu, le 30 ans est tombé à 5,19, le dollar a perdu quasiment 1% en une séance, l'or a bondi de 4,36% et puis jeudi matin, le marché a relu le communiqué et l'obligataire a répondu en substance « Merci pour vos 4 milliards, hein, vous en devez 40 000, revenez quand vous aurez arrêté d'emprunter ». Donc jeudi 5,25, vendredi 5,27, le 10 ans est repassé au-dessus de son niveau d'avant l'annonce, quasiment toute l'intervention est effacée. Et Bessent, jeudi, était devant les caméras et déclarait « Tout ce qui se passe sur une période de 24 heures n'est que du bruit de marché. Je suis convaincu que les rendements vont continuer à reculer. » Donc cet homme est intervenu mercredi parce qu'un mouvement de 24 heures l'avait alarmé la veille. Et jeudi, quand le marché efface son intervention en 24 heures, il nous explique que les mouvements de 24 heures, c'est du pipeau. Du bruit quand ça va contre lui, un signal d'alarme quand ça justifie qu'il agisse. Mais tout ça, encore une fois, c'est du décor. Le vrai sujet est en face. Et en face, il y a la Fed. Et à sa tête, depuis mai, il y a Kevin Warsh. 20 ans de réputation de faucon. Depuis son arrivée, il a supprimé la forward guidance. Il ne dit plus rien. Il ne commande plus les données volontairement. Et le mois dernier, en conférence de presse, il a dit quelque chose que personne n'a assez relevé. Il accueille favorablement la hausse des taux longs parce qu'elle fait une partie du boulot de la Banque centrale à sa place. Donc le président de la Fed dit « la hausse des taux longs, c'est bien, ça m'aide » et le secrétaire du Trésor dit « c'est injustifié, j'y mets fin ». Même semaine, même marché, même papier, même gouvernement, j'ai envie de dire. Et c'est pas fini, hein. Warsh veut publiquement un bilan de la Fed plus petit. Il veut qu'elle vende ses titres longs. Bessent, lui, en achète. D'une main, l'État américain vend exactement ce que l'autre main est en train de racheter. Alors, les gens sérieux ont sorti un mot cette semaine, et c'est le mot le plus important de ce script, peut-être, c'est la dominance budgétaire. Un stratège le disait hier, il y a un risque que nous soyons entrés dans un environnement de dominance budgétaire où la Fed prend essentiellement ses instructions du Trésor. Et un autre ajoutait, le Trésor a investi des décennies à démontrer qu'il ne se comporterait jamais de façon opportuniste comme ça, et d'un seul coup, plus personne ne sait quel est le vrai message. Et il y a un précédent. Après la Seconde Guerre mondiale, la Fed maintenait artificiellement les taux bas pour permettre au Trésor de financer la dette de la guerre. Quand elle a voulu arrêter, bagarre féroce avec la Maison Blanche de Truman. Résultat, l'accord Trésor-Fed de 51, un texte qui dit une chose simple. La Banque centrale fixe les taux courts indépendamment du Trésor. C'est ce papier-là, qui a fondé l'indépendance moderne des banques centrales. Et pendant sa campagne pour obtenir le poste, Kevin Warsh a déclaré qu'il était ouvert à une réécriture de cet accord. Sans jamais donner le moindre détail, bien sûr. Voilà pourquoi c'est pas une semaine comme les autres. C'est pas la semaine où les taux ont monté. C'est la semaine où on a commencé à se demander à voix haute et dans les journaux sérieux qui fixe le prix de l'argent aux États-Unis. Et pour couronner le tout, Warsh parlera vendredi prochain à Jackson Hole. Maintenant, un sujet dont personne ne parle, et j'en parle précisément parce que ça fait la une nulle part et que c'est peut-être exactement pour ça qu'il faut en parler. Les stocks de gaz européens sont remplis à 61,61%. Plus bas niveau saisonnier jamais enregistré. Le contrat de référence hollandais finit la semaine à 66 € le mégawattheure, au plus haut depuis mars. Nous sommes le 22 août. Il reste 6 semaines pour remplir la citerne du continent à un prix qui monte au lieu de descendre dans un marché mondial du gaz qui dépend directement de ce qui se passe entre Washington et Téhéran. Personne n'en parle parce qu'il fait 28 degrés ou 30 degrés dehors et que ça n'intéresse rigoureusement personne au mois d'août. On va donc en reparler quand il fera froid. Alors qu'est-ce qui relie tout ça ? Eh bien, retour encore une fois derrière le radiateur, il y a deux façons de raconter cette histoire de fissure et les deux se tiennent parfaitement. Histoire numéro 1, la version confortable, celle qui permet de partir en vacances tranquille. Les taux montent parce que l'économie américaine est solide. PMI au plus haut depuis avril 2022, bon résultat semestriel, indice à des records historiques il y a encore une semaine. Le pétrole monte à cause d'une guerre et les guerres finissent toujours par se terminer.
Quant au Trésor américain, il a une boîte à outils et il l'ouvre et il l'utilise, ce qui est plutôt rassurant. Bref, vieux bâtiment, le mur à travailler, un coup de mastic et on n'en parle plus. Histoire numéro 2, celle qui oblige à réfléchir. Les taux montent parce que 3 emprunteurs se disputent en même temps le même argent et les États ne peuvent pas s'arrêter de dépenser. Les géants de la tech qui financent leur data center par la dette et le pétrole qui réinjecte de l'inflation dans un système qui n'en avait vraiment pas besoin. Et par-dessus tout, le plus gros débiteur de la planète doit intervenir en personne pour tenir le prix de son propre papier. C'est pas le mur qui a travaillé là, c'est carrément des infiltrations d'eau. Les deux histoires sont vraies aujourd'hui. Et la question n'est pas de savoir laquelle est la bonne, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi le marché choisit systématiquement la première. Alors c'est pas du déni, le déni c'est refuser de voir. Ce que fait le marché est bien plus subtil, ça s'appelle la requalification. On ne nie pas le fait, on change l'étiquette. Maintenant, voyons ce que l'on sait et comment on le qualifie. Le 30 ans est au plus haut depuis 19 ans, ça devient le signe d'une économie plus vigoureuse que prévu. Le Trésor, obligé de racheter sa propre dette, devient la preuve que les autorités ont la situation bien en main. Le dollar qui décroche de 1% sur cette annonce devient une bonne nouvelle pour les exportateurs américains. Et le Bitcoin qui prend 20% en 3 jours alors que c'est le résultat d'un massacre de short et d'un texte de loi bloqué au Sénat qui devient la confirmation de l'adoption institutionnelle. Chacune de ces phrases est défendable. Vous pourriez la faire signer par un économiste sérieux, prise séparément, aucune n'est fausse. Mais quand la dette qui explose, le pétrole qui flambe, la banque centrale qui se tait et le Trésor qui intervient sur son propre marché finissent tous classés dans la colonne bonne nouvelle, c'est plus de l'analyse. Là, on fait de la décoration d'intérieur. On attaque les performances de la semaine. Alors, vous voyez le Bitcoin, plus 23% quasiment. L'or qui rebondit, l'argent qui rebondit, le pétrole qui prend plus de 5% sur la semaine. L'Asie, on va dire le Hang Seng qui va pas trop mal. Et puis après, Shanghai légèrement plus faible. Le Dow qui finit en baisse de 0,85%. Et puis après, le SMI qui termine en hausse de 0,46% puisque, eh bien, nous, on a des défensives que les autres n'ont pas. Le Semiconductor Index termine en baisse de 5,45%. Le Nikkei recule de 4%. Le Nasdaq de 2%. Le CAC de 1,76% sur la semaine, même histoire plus ou moins sur le DAX. Bref, une semaine mitigée, on va dire. Du côté du SMI, c'est Geberit qui prend le pompon cette semaine, plus 6,74%, on va en reparler, suivi de Roche, on va en reparler également. Et puis autrement, c'est Logitech qui prend une claque de l'autre côté parce qu'il fallait bien vendre la tech quelque part, comme on l'a vu un petit peu cette semaine. Et puis Nestlé qui perd 1,64% sur la semaine. Là aussi, on va en reparler tout à l'heure dans les vedettes de la semaine. Du côté du technique, eh bien, on attaque tout de suite avec notre bon vieux SMI qui a vécu une semaine assez particulière, sous pression en début de semaine, et puis on rebondit en fin de semaine. Mais vous voyez, si on zoome un petit peu, on est très clairement juste en dessous de la résistance. On doit repasser rapidement ces 14 500 pour espérer s'établir un petit peu en haut et reprendre cette espèce de tendance haussière qui dure depuis le 24 mars plus ou moins, et qui devrait nous permettre de continuer à aller dans le bon sens. Si on continue dans l'esprit dans lequel on est sur les marchés, ça devrait pouvoir se faire, vu que les gens se repositionnent un petit peu sur les défensives. Alors le S&P 500, c'est intéressant, vous voyez cette espèce de canal latéral dans lequel on était, on l'a cassé à la hausse au début du mois d'août, et puis là on revient, donc il y a de fortes chances quand même qu'on puisse venir se positionner pile poil sur les supports, les anciennes résistances qui sont devenues supports, à savoir les 7600, et ensuite pouvoir repartir sur notre mouvement haussier, c'est ce qu'on espère. Peut-être que les chiffres de Nvidia nous permettront de faire ce rebond-là, et de repartir à l'attaque des 8000 comme prévu, ce qui m'arrangerait vu que je suis en train de préparer mes casquettes S&P 500 8000. Le Nasdaq qui était sorti de sa tendance descendante, il est revenu dedans pour l'instant. On essaie de s'en sortir encore une fois. Donc là, vous avez bien compris, la clé, c'est de ne pas rester dans cette tendance baissière. Sinon, là, on va avoir aussi un problème, c'est qu'on peut techniquement revenir chercher la moyenne mobile des 200 jours ici. Et ça fait quand même une petite chute qu'on se passerait bien au début de la rentrée scolaire au mois de septembre. Le SOX, il est dans une espèce de tendance haussière, on va dire ça comme ça. Il avait cassé sa grande tendance qu'on avait ici à l'époque. Vous voyez que là, on l'avait plutôt cassé ces derniers temps. On est revenu se poser sur une zone intermédiaire. Je ne sais pas au milieu de quoi, mais on va dire que c'est cette espèce de phase d'hésitation ici. Et puis on repart. Maintenant, il va falloir tenir cette nouvelle tendance un peu moins raide qu'on a pour voir si on peut reprendre la tendance et repartir plus calmement à la hausse et de manière un petit peu plus sereine. Le DAX, il a corrigé un petit peu en début de semaine, il se reprend en fin de semaine, mais on reste proche des plus hauts de tous les temps. Le CAC 40, c'est pareil, on a revenu se poser sur la moyenne des 50 jours et on arrive à éviter la correction finale pour essayer de remonter un petit peu. On voit quand même qu'on est passé de 8754 à 8450 sur le CAC ces derniers jours, sans que ça fasse vraiment trop de bruit dans les médias financiers qui étaient bien occupés par autre chose. Mais par contre, ce qui est intéressant à voir sur le CAC 40 aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une espèce de tendance haussière
qui se dessine. Je vais vraiment à la fraîche, hein. Mais on a une tendance haussière qui se dessine et on est pile poil dessus. Donc si on arrive à bien continuer, on a peut-être quelque chose qui se dessine dans l'aspect positif des marchés. En tous les cas, c'est ce que ça donne envie de croire pour ces prochaines semaines. L'or qui a explosé grâce au taux américain, on en a largement parlé cette semaine, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours il y a 2 semaines, la moyenne mobile des 200 jours en ce moment, c'est plutôt positif et on sent quand même qu'il y a pas mal d'achats de gens qui veulent se planquer dans quelque chose de relativement safe, même si ça ne rapporte pas d'intérêt, surtout du côté de la Banque centrale chinoise qui était très actif également. Donc ça continue de pousser à la hausse. D'un point de vue technique, franchement, on a le sentiment que ça peut aller encore beaucoup plus haut parce que tout a été cassé et la prochaine résistance se situe autour des 4800 sur le métal jaune. Le truc qui dépend des discussions du détroit d'Ormuz, vous voyez que pour l'instant, on est en train de faire exactement le même dessin, le même comportement qu'on a eu durant le mois de juillet. Donc on monte et en fin de mois, on a une discussion, les accords de paix qui arrivent et on recorrige. Là, on fait la même chose, on verra jusqu'où on pourra aller. Là, je vous rappelle qu'il reste plus qu'une semaine, une grosse semaine au mois d'août. Est-ce que Trump va de nouveau intervenir avec des discours dithyrambiques sur le pétrole? On verra. Mais encore une fois, il a vraiment besoin que ça aille un peu plus bas. Le prochain objectif sur le baril, ce sera de retourner autour des 93. Je parle du WTI, là, pas du Brent. Mais ce sera de retourner en direction des 93, 94. Et là, on aura un problème parce qu'on va casser une nouvelle résistance et on s'ouvre la porte pour aller retourner au-dessus des $100 et ça tomberait plutôt mal avant la période des midterms. On attaque les vedettes de la semaine avec un SMI qui termine relativement bien la semaine. Encore une fois, merci aux valeurs défensives. C'est exactement ce qu'on avait besoin cette semaine avec toute la thématique des pharma, des alimentaires et des assurances. Quand la planète a un petit peu peur, le SMI n'est pas un indice de croissance, c'est devenu le pull en laine du portefeuille mondial. On le trouve moche pendant 11 mois et puis il y a une semaine où on est bien content de l'avoir. Geberit, alors tout d'abord, c'est le fabricant saint-gallois de techniques sanitaires. Concrètement, si vous avez tiré une chasse d'eau cette semaine en Suisse, eh bien, vous avez probablement utilisé du Geberit sans le savoir. Une entreprise qu'on ne remarque jamais et qui est littéralement dans les murs du pays. Mercredi, elle publie et le titre s'envole de 7,4%, meilleure performance du SMI, loin devant tout le monde. Chiffre d'affaires de 1,71 milliard au premier semestre, une hausse de 2,8%. Résultat opérationnel à 529 millions, bénéfice net plus 7,4%, solide, propre. Du Geberit. Et maintenant, le détail que personne n'a lu, parce que dans le même communiqué, la direction annonce qu'elle table sur 5 à 6% de croissance pour l'ensemble de 2026. Alors si on reprend rapidement, premier semestre, plus 2,8%. Objectif annuel, 5 à 6%. Vous faites l'arithmétique à la louche. Pour finir l'année entre 5 et 6%, après avoir fait 2,8% sur le premier semestre, il faut quand même faire pas loin de 8% sur la seconde moitié. Il faut donc à peu près tripler le rythme entre juillet et décembre. Sur un marché de la construction européenne dont absolument personne n'a dit qu'il allait tripler quoi que ce soit. Alors le marché n'a pas payé 7,4% pour le premier semestre, il a payé 7,4% pour la promesse du second. C'est un pari assez légitime, mais appelons-le par son nom, c'est un pari, pas un résultat. La deuxième vedette, c'est Roche. Roche n'a pas fait les gros titres cette semaine, Roche a fait mieux que ça. Roche est monté tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jamais de façon spectaculaire, mais quand même tous les jours dans le vert. Avec Novartis, c'est ce duo balois qui a porté l'indice à bout de bras pendant que le reste du monde vendait. Quand un poids lourd de cette taille monte 5 jours d'affilée, il ne fait pas la une, mais il fait bouger l'indice. Il faut dire que l'histoire du vaccin de Moderna a quand même fait monter tout le secteur healthcare un peu partout dans le monde, healthcare, biotech, etc., etc. Et c'est là que je planque la comparaison de la semaine. Mais écoutez-la bien. Jeudi soir, Genentech, la filiale américaine de Roche, annonce l'extension de son site de Hillsboro dans l'Oregon, environ 750 millions de dollars pour doubler les capacités. Le même jeudi soir, Holcim annonce le rachat de l'allemand Fermacell, mur et sol, pour environ 840 millions d'euros. Total, sur une seule soirée, 2 entreprises suisses sortent quasiment 1,5 milliard. Sans faire de bruit, sans conférence de presse d'urgence, sans communiqué expliquant qu'elles disposent d'une boîte à outils. Et exactement la même semaine, l'État fédéral américain, avec 40 000 milliards de dettes, doit intervenir en personne sur son propre marché obligataire pour empêcher son 30 ans de dépasser les 5,34%. 2 entreprises suisses ont dépensé 1,5 milliard sans que personne s'en aperçoive. Le Trésor américain en a dépensé 4 pour acheter sa dette et le monde entier en a parlé pendant 24 heures. Alors vous avez besoin de rien d'autre aujourd'hui pour comprendre l'état du monde en 2026 et je vous laisse un peu réfléchir à tout ça. Et puis, nous avons eu Nestlé qui s'est pris 2,8% dans la tête en début de semaine. Le seul des 4 poids lourds à s'effondrer en début de semaine dans un indice qui ne perdait que 0,6%. Sur une entreprise de cette taille, une séance pareille, c'est pas un mouvement de marché, c'est une grosse nouvelle. Et cette grosse nouvelle, elle vient du journal russe Commerçant. Une société russe, KS Logistica, a demandé au président Poutine de placer 5 filiales russes de Nestlé
sous administration provisoire. Traduction, quelqu'un a demandé à l'État russe de saisir les usines de Nestlé. Mais c'est pas de la science-fiction, parce qu'il y a un précédent parfaitement documenté, c'est Danone. La filiale russe du groupe français avait été inscrite sur la liste des actifs étrangers placés sous contrôle temporaire de l'État russe, avant que Danone ne finisse par s'en séparer en 2024. Regardons la lenteur du feuilleton, parce que c'est ça l'histoire. Ça fait 4 ans qu'on explique aux multinationales occidentales qu'il faudrait peut-être songer à quitter la Russie. 4 ans de communiquer sur les responsabilités envers les collaborateurs locaux, les réexamens de la présence, les évaluations en cours, blablabla. 4 ans qui restent là-bas. Alors voilà où on atterrit aujourd'hui. C'est plus l'Occident qui décide de partir, c'est la Russie qui décide de les faire partir, en gardant les usines, bien sûr. Il y a une leçon là-dedans, et elle n'a rien à voir avec la géopolitique. Quand vous passez 4 ans à ne pas prendre une décision difficile, vous ne gardez pas vos options ouvertes, vous transférez la décision à quelqu'un d'autre. Et le plus troublant, c'est la suite. Après avoir plongé lundi, Nestlé a passé les 4 séances suivantes à remonter tranquillement. Comme si, après réflexion, le marché avait décidé que la saisie de 5 usines, finalement, c'était pas si grave. La requalification, encore une fois, on en parlait il y a 10 minutes, ça ne s'arrête jamais. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Sunrise, le numéro 2 des télécoms, annonce une perte nette trimestrielle de 22,4 millions contre 53,6 un an plus tôt. Et la direction confirme ses ambitions en promettant, je cite le communiqué mot pour mot, un EBITDA épuré de tout élément jugé impropre d'environ 1 milliard. Vetropac, le verrier, voit son bénéfice net fondre de moitié et le titre s'envole. Pourquoi ? Parce que dans le même document, la direction relève son objectif de vente pour 2026 et dévoile une toute nouvelle feuille de route pour 2030. Le présent est mauvais, alors on vend 2030. En ce moment, ça marche à tous les coups. Et SIG Group, le chafouzois de l'emballage, nomme Anne-Christine Herkens directrice générale. Elle avait déjà dirigé la maison par intérim jusqu'en février. Elle remplace Mikko Keto, arrivé en mars dernier. 5 mois. Et elle garde ses fonctions de directrice financière. Donc on a brûlé un patron en un semestre. On est retourné chercher celle qui bouchait le trou avant lui et on lui a demandé de faire les 2 métiers en même temps. Burkhardt Compression, le fabricant de compresseurs, annonce une nouvelle restructuration et la suppression de 220 emplois. Le mot important est nouvelle. Quand une restructuration en appelle une autre, c'est plus une restructuration, c'est un modèle d'affaires. Uber Sooner, rentabilité qui s'amenuise, le titre décroche de plus de 10% 2 jours de suite et Berenberg lui rabote 50 francs d'objectif. Le spécialiste de la connectique aura tout connecté, sauf ses marges. BKW, l'énergéticien bernois, publie Sous les attentes et explique la chose par des conditions climatiques défavorables. Un producteur d'électricité surpris par la météo, et puis il confirme ses perspectives. Je cite les analystes, à demi-mot. Dans la catégorie langage financier, confirmé à demi-mot, entre directement en tête de classement des choses pas terribles. Doc Morris, le pharmacien en ligne, relève ses prévisions annuelles. Motif, il a ramené sa perte opérationnelle de 28,8 à 10,9 millions. Donc il perd toujours de l'argent, mais moins vite. Et dans ce dossier-là, c'est un progrès. Implenia, le numéro 1 suisse de la construction, améliore sa rentabilité malgré des revenus en repli et réaffirme ses ambitions. Gagner plus en construisant moins, soit c'est de l'excellente gestion, soit c'est un carnet de commandes qu'on regardera de très très près dans 6 mois. Zug Estates, revenu locatif quasiment stable malgré la répercussion intégrale des 2 baisses de taux de référence de 2025. Bénéfice net hors réévaluation en recul de près d'un tiers. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vos baisses de loyer, quelqu'un les a payées et vous venez de voir combien. Stadler Rail, 13 rames, Flirt Evo pour les transports publics fribourgeois, 117 millions, pas de contradiction, pas de jargon, pas de blague, des trains suisses construits en Suisse pour des Suisses. Holcim, Fermacell racheté pour 840 millions d'euros pendant que la planète se demande comment financer quoi que ce soit. Le cimentier suisse achète en Allemagne un jeudi soir, comme on prend du pain en rentrant à la maison. Sando, le géant des génériques, s'assure des droits de distribution hors Chine sur 3 biosimilaires développés par le chinois Shanghai Henlius Biotech. Traduction, les biosimilaires du futur se développent à Shanghai et l'Europe achète le droit de les vendre. Retenez cette phrase, on la ressortira dans quelques années. DSM Firmenich, le groupe attaque en justice en Chine plusieurs firmes accusées d'avoir violé son brevet sur le sclaréol, un composé de la sauge. Nous sommes en 2026 et 2 continents se disputent devant un tribunal la propriété intellectuelle d'une plante aromatique. Je précise que ça sent pas très bon. A Small World, le réseau social pour gens fortunés, annonce des mesures d'économie après avoir amélioré sa rentabilité. On serre les boulons au moment précis où ça va mieux. C'est la seule société de cette liste qui a l'air d'avoir déjà vu un cycle économique. Du côté de la macro, les exportations suisses ont retrouvé de l'allant en juillet. Après un recul en juin, la chimie et la pharma ont une nouvelle fois porté les statistiques avec une reprise des livraisons vers l'Union européenne et les exportations horlogères ont bondi de près de 10%. Bonne nouvelle, on se réjouit.
Sincèrement. Et maintenant, les deux questions qui dérangent. La première, quand on écrit que la chimie et la pharma ont une nouvelle fois apporté des statistiques, on décrit un pays dont le commerce extérieur repose sur deux groupes balois et leur capacité à livrer les États-Unis avant que quelqu'un à Washington ne change les règles. On appelle ça une force, c'est aussi la définition d'une dépendance. La seconde, plus vicieuse. Les montres bondissent de près de 10% en juillet. Formidable! Sauf que la même semaine, Richemont recule parce que la croissance des ventes au détail en Chine déçoit et Swatch décroche dans la foulée. Alors, les montres se vendent ou elles se vendent pas? Les deux en fait. Parce que les statistiques d'exportation mesurent ce qui sort de Suisse, ce qui part vers les boutiques, les distributeurs et les filiales. Elles ne mesurent pas ce qui se vend au bout de la chaîne, au poignet réellement de quelqu'un. C'est la différence entre remplir les rayons et vider les rayons. Les deux se ressemblent beaucoup pendant quelques mois, ensuite un peu moins. Et puis alors cette semaine, il y a 3 anomalies qui, prises séparément, ne veulent rien dire et qui, prises ensemble, racontent quelque chose d'assez inconfortable. Tout d'abord, la VIX à 15. Le S&P vient de faire sa pire semaine depuis le 17 juillet. Le 30 ans américain a touché son plus haut depuis 19 ans. Le pétrole a pris 6,6%. Les semi-conducteurs ont perdu 6%. Et le VIX, l'indice de la peur, clôture vendredi à 15,13 en baisse de 5,5% sur la journée. Ce que ça devrait signifier, c'est que le marché est serein et qu'il n'y a rien à craindre. Ce que ça signifie vraiment, c'est que les volumes de vendredi étaient très en dessous d'une journée normale et que beaucoup de gens n'étaient pas là toute la semaine. Il faut dire que le Labor Day approche dans 10 jours. Le VIX ne mesure pas le calme, il mesure combien de gens ont acheté une protection. En août, avec la moitié des bureaux vides, il mesure surtout l'absence des gens. Un marché tranquille et un marché désert, ça se ressemble énormément sur un graphique. Ça se ressemble beaucoup moins le jour où il faut tout vendre. Le deuxième point, c'est l'or, le bitcoin et le dollar, tous dans le même sens. Le fait, le 30 ans américain finit à 5,27 et pendant ce temps-là, l'or gagne 5,6% sur la semaine à 4624, plus 14,2% en 3 semaines. Le bitcoin prend 20% en 3 jours et le dollar s'affaisse. Ce que ça devrait signifier... rien, pas grand-chose. Ça devrait même pas arriver. Le manuel est clair. Quand les taux américains montent, le papier américain rapporte plus, donc le dollar monte et l'or, qui ne verse d'intérêt à personne, devient moins attrayant et baisse. Ce que ça signifie vraiment, une partie du marché ne veut même plus être payée en dollars, même à 5,27. On vous propose 5,27 par année, garanti par la première puissance mondiale sur 30 ans, et il y a des gens qui préfèrent un métal jaune qui ne rapporte rien, ou un actif numérique encore en baisse de 13% depuis le début de l'année. C'est pas de l'avidité, c'est de la méfiance, et c'est pas du tout la même chose. Point 3, aujourd'hui, il faut pas oublier quand même qu'on a un marché qui price une hausse, d'accord, à 33%, mais une hausse quand même. Le fait, c'est que les marchés évaluent aujourd'hui à 35% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre, et à 66% d'ici décembre. En parallèle, le baromètre de Westmo Global Research s'est effondré en une semaine de 71,5 à 57,2%, faisant passer sa recommandation d'un portefeuille 80% actions à un classique 60-40. Et le leadership du marché a basculé des industriels vers la consommation de base. Ce que ça devrait signifier, c'est qu'on approche un ajustement technique de fin d'été. C'est plus un débat sur l'ampleur d'une baisse des taux, c'est un débat sur une hausse. On a changé de signe et beaucoup de gens ne s'en sont pas vraiment aperçus. Et c'est une mécanique que j'ai déjà vu fonctionner. En 99, la Fed a commencé à monter ses taux dans un marché euphorique, persuadé que la nouvelle économie n'était pas concernée par ce genre de détails comptables. Je l'ai revu en 2006 quand tout le monde savait que les taux montaient et que tout le monde avait décidé que ça n'affecterait pas l'immobilier. Elle fonctionne remarquablement bien, cette mécanique, pendant des mois, parfois même plus d'1 an, jusqu'au jour où... Alors au milieu de tout ça, est-ce que je vous dis que tout va s'effondrer lundi? Bien sûr que non. Regardons honnêtement ce qui va bien. La liste est super longue. L'activité américaine surprend favorablement avec un PMI au plus haut depuis 2022. La saison des résultats en Suisse est bonne. Geberit, Basilea, Implenia, Siegfried, Sensirion relèvent ou confirment. Aux États-Unis, j'en parle même pas. Les exportations repartent. Le SMI est à moins de 1% de ses records. Le S&P 500 à 2% du sien. 2% à peine. Et Moderna vient peut-être de changer la vie de gens qui vivent aujourd'hui avec un mélanome avancé. Ce qui relativise pas mal le reste de cette histoire. Ce que je dis, c'est ça. La semaine où le plus gros débiteur de la planète a dû intervenir publiquement pour tenir le prix de sa propre dette et où le marché a effacé cette intervention en une seule séance, c'est une semaine qui compte quand même. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il s'est rien passé de grave fondamentalement. Elle compte parce qu'on vient d'apprendre quelque chose sur ce qui se passera le jour où il arrivera vraiment quelque chose de grave. On a fait un test grandeur nature de l'outil de secours, de la boîte à outils de secours. Et l'outil de secours, il a tenu 24 heures. La semaine qui vient est quand même vachement chargée, ce qui, après une semaine d'août,
sans aucune statistique majeure, va faire un contraste assez violent. Lundi, les États-Unis détailleront leur dispositif contre l'Iran. Mercredi, Nvidia publie son deuxième trimestre, le baromètre absolu de tout l'écosystème de l'IA, dans un marché où les semi-conducteurs viennent de perdre 6%. Du 27 au 29 août, Jackson Hole, avec vendredi la première apparition de Kevin Warsh dans ce décor. Et avant le symposium, le PCE de juillet, la mesure d'inflation préférée de la Fed et de la croissance américaine. Donc si vous voulez surveiller quelque chose la semaine qui vient, il y a 3 points à surveiller. Le premier, c'est les 4/3 sur le 10 ans américain. Les experts pensent que ça pourrait, je dis bien pourrait, exercer une véritable pression sur le marché des actions. On a fini vendredi à 4,73, il reste 2 centièmes. Deuxième point, ce que Warsh dira de Bessent, ou plutôt ce qu'il n'en dira pas durant son discours de Jackson Hole. S'il défend l'indépendance de la Fed, on saura que la maison tient. S'il évacue la question et parle de cadre méthodologique pendant 40 minutes, on saura qu'il a tout accepté, qu'il a baissé la tête et mis un genou à terre. Et ce silence-là vaudra tous les communiqués de presse. Troisième point, bien sûr, mercredi soir, Nvidia publiera ses résultats. Et autant dire que Wall Street va retenir sa respiration. Le marché attend environ 92 milliards de chiffre d'affaires, quasiment le double d'il y a un an. Mais le problème avec Nvidia, c'est qu'être excellent ne suffit plus. Il faut être extraordinaire et meilleur que tout ce que le monde avait vu, entendu et déjà prévu. Le chiffre le plus important ne sera d'ailleurs probablement pas celui du trimestre écoulé, mais la guidance pour le prochain. Wall Street attend autour de 103 milliards de dollars. Si Jensen Huang commence à parler de 105, 106 ou 107, la machine IA continuera de faire rêver. S'il se contente de confirmer les attentes, le marché pourrait parfaitement faire la gueule, malgré des résultats stratosphériques. Il faudra également surveiller les marges autour de 75%. La demande pour Blackwell, la transition vers Rubin, la Chine et surtout vérifier que les géants de la tech continuent de balancer des centaines de milliards dans l'IA. Parce qu'au fond, mercredi soir, c'est pas seulement Nvidia qui va publier ses résultats, c'est toute la bulle, la révolution de l'IA qui passera son contrôle technique trimestriel. On reviendra évidemment là-dessus beaucoup plus en détail durant la semaine prochaine avec une vidéo juste après les résultats de Nvidia mercredi soir et une vidéo juste avant pour vous dire ce qu'il faut attendre, bien sûr. Voilà, c'est tout pour ce week-end. Profitez bien et faites le plan avant de partir. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau Swiss Bliss, mais aussi dès lundi pour un nouveau Morning Bull Live, bien sûr. Je vous fais une prédiction et je prends très peu de risques. On parlera de Jackson Hole. On passera 20 minutes à décortiquer une phrase de Kevin Warsh que personne n'aura comprise de la même manière. Dette américaine ce matin, 40 059 milliards. On like, on commente, on partage et on s'abonne à la chaîne. Merci à tous d'être là toujours et plus nombreux à chaque fois. À lundi, bon week-end. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.